Francis Perrin, bonjour. Bonjour. Alors l'Europe doit s'affranchir de Moscou dès que possible en matière de gaz. On connaît un peu la musique désormais. Ce message, on l'entend depuis 5 mois en Europe et le début de la guerre en Ukraine. Déjà, qu'est-ce qui a été fait en 5 mois, donc depuis février dernier, et que reste-t-il à faire? Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 4 à 5 mois? D'abord, il faut garder à l'esprit que lorsque nous parlons d'énergie, nous avons besoin de temps. Il est très difficile de réaliser un objectif très ambitieux, comme c'est le cas pour l'Union européenne, en très peu de temps. Il ne faut donc pas s'étonner si depuis 4 ou 5 mois, il n'y ait pas eu d'évolution spectaculaire par rapport aux importations gazières de l'Union européenne. Ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait. Mais pour que ces efforts soient plus visibles, soient plus concrets, il faudra évidemment un petit peu plus de temps. Alors parmi ce qui a été fait, l'Union européenne a négocié des accords avec des pays producteurs et exportateurs de gaz autres que la Russie. Alors quels sont les accords déjà conclus au moment où nous parlons? Un accord Union européenne-États-Unis pour des livraisons supplémentaires de gaz américain transporté par bateau, le fameux gaz naturel liquéfié, GNL, un accord conclu avec l'Égypte et Israël et un accord tout récent conclu avec l'Azerbaïdjan. Donc ça, c'est 3 accords qui ont été conclus et l'Union européenne, soit globalement à travers la Commission européenne, soit certains pays européens cherchent à conclure d'autres accords de ce type avec d'autres pays gaziers. Un exemple concret, c'est l'accord Algérie-Italie qui a été négocié non pas par l'Union européenne mais par l'Italie pour ce qui concerne les besoins en gaz du marché italien. Donc on a certains accords multilatéraux et parfois des accords bilatéraux. Par ailleurs, la Commission européenne a proposé que les pays membres de l'Union européenne réduisent de 15% leur consommation de gaz sur la période allant du 1er août 2022 au 31 mars 2023, de 15% par rapport à leur consommation gazière des 5 dernières années. Cette proposition toute récente de la Commission européenne a suscité un petit peu de remous au sein des 27 pays membres, mais finalement, les ministres européens de l'énergie ont accepté avec quelques modifications, cette proposition de la Commission. Quel est l'objectif? C'est de faire en sorte que si on consomme moins de gaz, ça veut dire qu'on peut le garder pour plus tard, et pour plus tard, cela veut dire essentiellement pour l'hiver 2022-2023. Donc, le fait de commencer à réduire dès l'été la consommation de gaz de l'Union européenne, c'est permettre de libérer du gaz maintenant pour le stocker, pour passer l'hiver 2022-2023, parce que chacun a conscience en Europe que l'hiver 2022-2023, dans le contexte de la guerre en Ukraine, sera un hiver particulièrement difficile en termes d'approvisionnement gazier. Donc c'est aussi une décision importante. Dernier exemple, l'Union européenne demande à tous les 27 États membres d'avoir des stockages de gaz sur leur territoire remplis à 80% des capacités à compter du 1er novembre 2022. Et là encore, l'objectif, c'est de se préparer pour l'hiver 2022-2023 qui sera probablement particulièrement difficile en termes de tension sur le marché gazier. Sur ce projet de diminuer de 15% la demande européenne à partir du mois d'août, concrètement, chaque pays doit faire ce geste. J'imagine que ça ne veut pas dire la même chose si qu'on soit allemand, suédois ou français. Est-ce que les bons élèves pourraient aider les mauvais, notamment l'Allemagne qui est plus dépendante que la Russie, et l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir une économie allemande perturbée? Cela a été l'un des éléments assez chauds des discussions entre ministres de l'énergie de l'Union européenne et la Commission européenne qui avait fait cette proposition. Certains des pays membres ont dit ce n'est pas juste. La justice, ce n'est pas forcément d'avoir un même objectif pour tout le monde, parce que les situations sont différentes. Je donne un exemple. Certains pays sont peu dépendants du gaz russe. Et donc ils disent pourquoi est-ce que nous, on devrait réduire de 15% notre consommation alors qu'on n'a pas de problème énorme avec le gaz russe. D'autres pays ont dit nous avons des stockages de gaz qui sont déjà bien remplis. Donc ce n'est pas juste qu'on nous demande de réduire notre consommation de 15%
de même que des pays qui ont peu de stockage de gaz, parce qu'ils ne sont pas dans la même situation. Et donc, il y a eu des discussions assez difficiles avant d'arriver à un accord. Et finalement, par rapport à la proposition de la Commission qui était moins 15% pour tout le monde, je ne veux pas avoir une tête qui dépasse, tout le monde est sur le même régime. Il y a des exemptions, il y a des exceptions, mais ce ne sera pas forcément moins 15% pour chacun. Clairement, les Européens sont conscients, et le test sera de voir s'ils restent conscients de ça pendant la durée, parce que le test de la Russie, c'est la durée. Ils pensent que l'Union européenne va se fracturer, va se diviser. Il suffit d'être patient, d'attendre un peu. C'est de montrer que l'Union européenne, tant que la guerre en Ukraine continuera à faire rage, il faut montrer cette solidarité. Eh bien, pour l'instant, ce test de la solidarité européenne, je dirais que les pays membres l'ont pas mal remporté, mais il ne faut pas simplement faire ça pendant 5 mois, il faut faire tant que ce sera nécessaire, cela veut dire concrètement tant que durera la guerre en Ukraine. Et enfin, dernière question, Monsieur Perrin, à moyen long terme, est-ce que la Russie peut tenir sans ses ressources gazières dans ce contexte? La Russie est une économie qui ressemble à celle d'un pays en développement. C'est un pays qui exporte principalement des matières premières, alors que normalement, un pays industrialisé importe pas mal de matières premières et exporte des produits à forte valeur ajoutée. Et donc, la Russie est vraiment dépendante de ses exportations de matières premières en général, de pétrole et de gaz en particulier. Or, pour ce qui concerne le pétrole, l'Union européenne a pris la décision de se passer de pétrole russe à hauteur de 90% dès la fin 2022 et de se passer totalement de pétrole et de gaz russe au plus tard en 2027. Il est évident que c'est une menace considérable pour l'économie russe, pour la population et pour le pouvoir russe. La Russie joue sur l'augmentation des prix. Le raisonnement est le suivant. Nous réduisons nos livraisons de gaz en Europe comme on vient de le voir pour le gazoduc Nord Stream. On va vendre moins de gaz, mais on espère que ça entraînera une forte hausse des prix et que par conséquent, on aura des volumes d'exportation moindres, mais des prix plus élevés, et que finalement, on s'en sortira pas mal. Il y a 2 éléments, un élément économique, un élément géopolitique. Économique, on espère que la hausse des prix compensera la baisse des volumes. Géopolitique, on espère par ces réductions de livraison faire peur à l'Union européenne pour qu'il y ait des pressions internes à l'Union européenne, pour que l'on se raccommode avec la Russie, qu'on soit plus gentil avec le régime de M. Poutine et que l'on soutienne moins l'Ukraine. Donc il faut toujours avoir en tête ces 2 éléments économiques et géopolitiques quand nous regardons les gestes, les décisions et la stratégie gazière de la Russie par rapport à l'Union européenne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Perrin, d'avoir pris quelques minutes pour me répondre. Avec grand plaisir.